Aujourd'hui, nous sommes dans la stabilité économique, la stabilité des paramètres macroéconomiques. L'inflation a été jugulée, la croissance est à l'ordre du jour. Tout cela, tous ces résultats, n'est-ce pas, sont les effets de la révolution de la modernité. N'est-ce pas, dans les secteurs économiques, chapeauté par, évidemment, lui-même, son Excellence le Premier ministre. Mais dans ce domaine aussi qui est le nôtre, particulièrement le séjour des Congolais à l'étranger, ça doit faire l'objet d'un changement. Donc, les Congolais ont trop pleuré, mon ami. Les Congolais ont trop pleuré. Et lorsqu'ils pleurent à l'extérieur, les autres Congolais à l'intérieur pleurent. Ils ne comprennent pas comment on peut abandonner les compatriotes de cette manière. Donc, vous avez vu, par exemple, en Libye, à Benghazi, lorsqu'il y a eu un attentat autour de l'ambassade de France. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est descendu immédiatement en Libye, à Benghazi. N'est-ce pas? Non seulement pour constater. J'étais en train de descendre. Si on n'avait pas libéré les enfants, j'étais déjà à l'aéroport. Pour descendre à New Delhi, pour vivre moi-même cette situation sur place avec les Congolais. Maintenant qu'ils ont été libérés, j'ai demandé l'autorisation du Premier ministre pour que je puisse y aller, mais en préparant maintenant les dossiers, en regardant avec le parquet général ici, pour qu'on s'y rende maintenant de manière tout à fait ordinaire. Avec un dossier et pour aller dialoguer avec la partie indienne pour que de telles situations ne puissent plus arriver. Donc c'est pour vous dire que nous avons l'esprit alerte. Vous avez parlé de l'Angola. Ce sera la même chose. Nous allons aller rencontrer également nos frères, parce que l'Angola, il faut dire que c'est un pays frères et amis avec lesquels on a des relations plus qu'excellentes, mais nous allons quand même les rencontrer.
puisse rester chez lui. Il y a d'autres pays, même des pays africains. Quand vous allez à l'extérieur, c'est rare de voir par exemple un Tanzanien en train de circuler n'importe où dans les rues en Europe. C'est rare de voir, je ne sais pas, un Botswanais, c'est rare de voir, je ne sais pas quel autre ressortissant dans les rues en Europe en train de circuler. Nous voulons créer les mêmes conditions ici chez nous. En termes clairs, par exemple, l'Inde, c'est aujourd'hui la destination pour beaucoup de compatriotes pour se faire soigner. En d'autres termes, vous voulez créer ici des conditions optimales pour que le Congolais se soigne au pays. Puisque vous parlez de ces points-là, de la santé. Bientôt, dans quelques jours, la clinique, l'hôpital du Cinquantenaire va être ouvert. Il sera géré par les Indiens. Ça, ironie. Bon, écoutez, ça, vous savez, c'est... Là, ce sont des experts, évidemment, qui ont été sélectionnés sur concours. Ce sont des experts qui ont été, des sociétés qui ont été sélectionnées sur concours. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà les conditions qui sont en train d'être créées dans ce domaine. Une grande clinique de référence. N'est-ce pas? Dans laquelle n'importe quel autre étranger peut quitter aussi son pays pour venir se faire soigner ici, chez nous. Et surtout, en Afrique. Nous avons même des savants. Nous avons des enseignants qui sont capables, hein, qui sont à un niveau suffisamment élevé pour donner de la valeur à nos universités. Toutes ces situations-là vont permettre à ce que nos enfants ne puissent plus aller à l'extérieur. Alors, ceux qui y vont pour des raisons d'emploi, pour des raisons de débrouillardise, ici la stabilité économique qui est en train de se consolider, sert justement à se refléter dans la vie sociale. Parce que ça va entraîner la création d'emplois, ça va entraîner à ce que le système de microfinance soit actif, ça va permettre à ce que les entreprises
non seulement congolaises, même les investisseurs étrangers vont trouver des conditions idéales pour s'installer chez nous. Et par conséquent, il y aura de l'emploi pour tout le monde et les gens ne vont plus chercher à aller rester en Europe dans la rue pour rien. Et ceux qui devraient y aller, ceux qui devraient quitter le pays, alors ça doit être pour des motifs nobles. Le dossier est clos et dans les relations entre les États, il faut regarder les intérêts. Il faut regarder les intérêts, il faut oublier de temps en temps les incidents qui peuvent arriver. Ça, c'est naturel dans la vie des hommes, dans les relations entre les États. Nous devons oublier ces incidents et rassurer nos amis indiens, rassurer le gouvernement indien que les relations restent franches, que notre coopération doit se poursuivre normalement dans l'intérêt réciproque et dans le respect, n'est-ce pas, des uns et des autres. Alors, il y a un principe cher en diplomatie, c'est celui de la réciprocité. J'aimerais vous expliquer. Mais les Congolais, eux aussi, ont agi, peut-être par réciprocité. Malheureusement, ils ont voulu un peu s'en prendre au sujet indien, qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie pour exercer leur métier. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui que on a mis dans les deux camps un peu de l'eau dans le vin? Qu'est-ce que vous leur dites? Quel message adressez-vous aux compatriotes? Cela n'est pas recommandable. Même lorsque les étudiants n'étaient pas encore libérés, n'est-ce pas, il n'était pas question qu'on procède au vandalisme, qu'on procède par violence, par vengeance, n'est-ce pas? Cela, ce n'est pas la signification de la réciprocité. La réciprocité, ce sont des actes positifs. Évidemment, il y a des représailles qui peuvent arriver en diplomatie. Par exemple, lorsqu'un diplomate est expulsé d'un pays, eh bien, son pays d'origine également peut réagir en expulsant un autre diplomate. Mais là, tu vois, c'est dans la gestion des dossiers. Mais la réciprocité ne veut pas dire que la population doit se jeter dans la rue. Qu'est-ce que vous leur dites? Pour se venger, pour casser les biens d'autrui. Non. Quel message vous leur dites? D'abord, ce que je leur dis, c'est que l'affaire est close. Le dossier est terminé. Les compatriotes sont libérés, donc nos étudiants
qui étaient à Jalanta. Ils sont libérés. Ils sont sains et saufs. C'est vrai que j'ai exigé de l'ambassadeur qu'avant de quitter la ville de Jalanta où les enfants étaient libérés, il doit se convaincre que leur état de santé est bon. Mais nous ne pouvons pas tolérer que nos compatriotes ici agissent par violence ou bien par vengeance sur les sujets indiens. La République démocratique du Congo, c'est un état de droit. Et c'est ça qui fait que, qu'on le veuille ou pas, le pays est respecté à travers le monde. Même lorsque parfois il y a des affronts, nous on ne réagit pas. Par violence. On utilise la voie diplomatique pour gérer toute situation qui nous arrive. Donc, les parents maintenant que leurs enfants sont libérés, je crois qu'ils doivent se réjouir. Ils doivent se réjouir. Ils étaient inquiets. Je les ai reçus au ministère des Affaires étrangères. J'ai partagé la peine en tant que responsable, en tant que parent. Bon, les camarades étudiants, hein, qui sont les collègues de ceux qui ont été arrêtés de l'autre côté, ils sont organisés dans les campus d'après des informations que nous recevions. Ils voulaient descendre sur la ville pour casser, brutaliser, brûler la population. Non. La République démocratique du Congo est un état de droit. Tout ce qui arrive, nous allons le résoudre conformément au président. Assurant de ressources en devises aux destinations, tout en contribuant à la création d'emplois et à la création de richesses. Il est plus que temps que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse adopter des stratégies susceptibles de booster l'espace et secteur de l'avant. Je ne serai pas seule pour parler du tourisme aujourd'hui dans ces beaux cadres du centre d'accueil Nganda à Kitambo dans la ville de Kinshasa. Je suis honorée aujourd'hui de la présence du ministre en charge du tourisme de la province du Katanga. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Aujourd'hui nous parlons du tourisme, mais avant de savoir ce que nous faisons dans ces beaux cadres, j'aimerais connaître l'état de santé du tourisme dans la province du Katanga. Je peux vous dire que le Katanga est sur le bon chemin de la reconstruction, de la modernité. Et cette
reconstruction va aussi dans le secteur du tourisme. Nous avons pour le moment ce qui va à très bon train, c'est le tourisme commercial des opérateurs, le tourisme des investisseurs dans le secteur minier. Ce sont des investisseurs qui sont venus pour investir dans le secteur de mines, mais ils sont en même temps nos touristes parce qu'ils sont logés dans nos hôtels, parce qu'ils sont dans nos restaurants, parce qu'ils visitent nos sites touristiques. Peut-on savoir la raison qui vous amène dans ces beaux cadres aujourd'hui, qui vous amène dans la ville de Kinshasa? Oui, madame, comme vous savez, le tourisme, c'est un secteur qui a plusieurs branches. J'ai parlé ici des touristes économiques, des touristes des investisseurs, mais il y a des touristes qui viennent pour l'écologie, il y a des tourismes qui viennent pour les congrès, des tourismes qui viennent pour la nature et pour notre environnement. Donc, nous venons ici sous l'invitation du ministre national du tourisme, qui est une très bonne action de pouvoir réunir toutes les provinces, réunir ensemble pour avoir un plan directeur du tourisme. Ce plan va en fait donner des orientations communes aux différentes provinces, chaque province ayant bien sûr sa diversité par rapport à ses richesses, par rapport à ses potentialités, mais tous réunis dans une même politique nationale du pays. Parce que nous parlons plan directeur national du tourisme et des stratégies susceptibles de booster ces secteurs de l'avant, c'est quoi un plan directeur national? Longtemps considéré comme une activité de loisir, le tourisme s'est imposé au fil du temps comme une véritable industrie en s'affirmant comme une des premières activités économiques du monde. Étant donné que le tourisme est un secteur d'exportation clé pour de nombreuses économies à travers le monde, assurant des ressources en devises aux destinations tout en contribuant à la création des emplois et à la création des richesses, il est plus que temps que nous puissions adopter des stratégies susceptibles de booster le secteur dans notre pays. Aujourd'hui donc, le gouvernement de la République, à travers mon ministère, s'engage à relancer ce secteur stratégique. C'est pourquoi, entre autres, la raison d'actualisation de notre plan directeur national. La tradition veut qu'un plan directeur, au-delà de la présentation générale du pays, un état de lieu soit fait, ainsi qu'un diagnostic, ce qui permettra de se fixer des objectifs et d'arrêter des politiques, des stratégies et des projections réalistes. Pour y arriver, il faut actualiser les données disponibles. Par ailleurs, nous reconnaissons nous tous que le référendum de 2006 a donné à notre pays une constitution qui fait du tourisme une matière à compétences concurrentes. Il y a lieu donc d'avoir une planification intégrée de projets pour une relance, un développement harmonieux des activités. En outre, j'ai constaté que les structures de suivi de la mise en œuvre des différents plans directeurs ne sont pas formels.
Cela a également été un handicap. Nous devons ainsi nous convenir de mécanismes à mettre sur pied. Chaque instance selon le moyen et selon ses prérogatives. Il est également vrai que toute relance, tout développement d'un secteur aussi important que le tourisme nécessite de financement interne.